Et ils m'ont mis l'algèbre pendant des heures. Et ils m'ont mis l'algèbre pendant des heures, l'algèbre. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'épreuve d'agrégation spéciale docteur 2025. J'ai attaqué, en fait, je vais parler juste du problème d'algèbre. C'est une épreuve où on a deux options, soit alors on choisit, bon, on a un certain nombre d'exercices, 4 ou 5 exercices, que l'on fait, voilà, qu'on essaye de faire, et ensuite on a le choix entre un problème d'algèbre ou un problème d'analyse. Algèbre, géométrie, maths générale, on va dire, et un problème plutôt analyse proba. Et là, j'ai évidemment pris le problème d'algèbre, et je dois remercier d'abord mon étudiant Pierre, hein, qui passe l'agrégation en candidat libre, après on va dire une reconversion. Du coup, il se remet aux maths, et on a souvent des discussions très intéressantes, et puis c'est toujours intéressant de voir ces gens qui sont allés voir ailleurs, qui reviennent vers les maths, et ils retrouvent un plaisir, et c'est communicatif. Et il m'a dit, bah, écoute, le problème d'algèbre, docteur, tu devrais le regarder, il devrait te plaire. Bon, effectivement, j'ai regardé, donc je le remercie. Parce que généralement, c'est vrai que je regarde l'épreuve de maths gêné, mais pas l'épreuve MD. Et magnifique problème. Même carrément, mon regret, c'est que ce problème n'ait pas été le cœur du sujet de maths gêné, quoi, de l'agrégation externe générale. C'est un beau problème voilà, qui, comme on les aime, c'est-à-dire d'une part, il tape le cœur du programme, donc je veux dire le cœur du programme, application linéaire, théorème du rang, un petit peu de réduction, des matrices, voilà, bon, et des endomorphismes. Donc vraiment, bon, le cœur du truc, il traite de résultats qui sont plus ou moins connus, voilà, rien de bien neuf, mais avec des preuves astucieuses, des preuves que, bon, comme ça en les regardant, j'ai estimé qu'elles étaient nouvelles, enrichissantes, à la fois agréables à lire, très bien construit, très bien centré sur son sujet, pas du tout éparpillé. Vous pourrez trouver le lien évidemment sur le site du jury, mais je le mettrai aussi dans le descriptif. Alors, de quoi parle ce problème? Alors, d'abord, il commence avec il y a 5 parties, hein, en gros. Il commence avec une petite partie, mais vraiment toute simple, mais très astucieuse sur le fait qu'un hyperplan dans un espace de matrice NN, hein, là ici, sur un corps quelconque, possède une matrice inversible. Alors ça, c'est un résultat très connu, il y a plein de preuves de ça. Vous en trouverez dans le carnet de voyage en algébrie, où c'est fait avec la forme trace, et là c'est fait avec des matrices nilpotentes, et particulièrement avec le fait que si A est une matrice nilpotente, alors l'identité plus A est inversible. Et juste avec ça, arriver à montrer que dans un hyperplan de matrice, on arrive à trouver une matrice inversible. Donc jolie preuve, bravo. Et ensuite on partait sur je vais appeler ça un petit théorème de Flanders. Donc si vous voulez regarder dans Carnet de voyage en algébrie, c'est aussi dans Nouvelles histoires et Denise de courbes et de géométrie, vous trouverez le théorème de Flanders, avec des méthodes différentes dans les deux livres. C'est-à-dire en gros que si le sous-espace de matrice est de codimension strictement inférieure à n, alors il contient une matrice inversible. Ou, par contraposé, s'il ne contient pas, si ce sous-espace de matrice ne contient pas de matrice inversible, alors il est de codimension supérieure ou égale à n. Ou si vous préférez penser avec la dimension, il est de dimension
inférieur ou égal à n facteur de n-1. Bien, donc effectivement, ce théorème de Flanders que j'aurais plutôt tendance à faire sur un corps infini, pour des raisons qu'on va utiliser des polynômes en quelque sorte, eh bien là ici, étant donné que c'est juste pour r égale 1, ça fait qu'on utilise que des polynômes, des fonctions polynômes de degré 1. Voilà. En gros, pourquoi on utilise des fonctions polynômes de degré 1? Parce que quand on a deux matrices A et B dans un sous-espace, ben on sait que A plus T fois B appartient encore à ce sous-espace, quel que soit T, petit t, dans K. Et donc, à partir de là, on a des mineurs qui interviennent, et on va dire que ces mineurs sont nuls parce qu'on a un certain rang. Voilà, donc ici c'est le déterminant, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher des petits mineurs. Mais on regarde le déterminant de matrice de la forme A plus TB, et en fait c'est une fonction polynôme, parce que T il est dans K, et c'est une fonction polynôme en T. Et le problème, c'est d'identifier ces fonctions polynômes à des polynômes. C'est pour ça que généralement on travaille sur des corps infinis. Mais là, comme r égale 1, bah le degré des polynômes c'est égal à 1 aussi, et donc on peut faire l'identification. C'est assez sympa. Donc là on a un petit théorème de Flanders, puisqu'il correspond juste à r égale 1, mais avec une preuve assez simple, là ici, assez classique. Et ensuite, deux parties, on va dire 3 et 4, mais en fait 3 c'est juste une antichambre de 4, on démontre deux lemmes. Eh bien, cette partie 3, où on va montrer un premier lemme assez classique qui dit que le sous-espace vectoriel engendré par GLN de K, eh ben, c'est égal à Mn de K. Bon, ça, voilà, quoi, il y avait une petite indication, puis on y va, quoi. Hein. Et l'autre, avec des sous-espaces totalement isotropes, qui, pour une forme non dégénérée, sont de dimension inférieure ou égale à la dimension de l'espace sur lequel la forme est divisée par 2. Qui est quand même un classique, mais c'est vrai que c'était intéressant dans une partie, on va dire une partie 3, de dire, bon, allez, là, on commence à attaquer le borderline, et on attaque les sous-espaces totalement isotropes, que tout le monde ne connaît pas, on le sait, mais bon, voilà, quoi. C'est quand même une politique d'évaluation par un problème qui, plus est super intéressant, que je trouve très, très respectable. C'est-à-dire que le thème du problème, voilà, il est général, il est central, il est dans l'ouverdance du programme, et ensuite on va chercher des trucs un peu borderline au fur et à mesure qu'on rentre dans le problème. Là, on est en train de parler vraiment d'un classique sur les formes quadratiques non dégénérées, de la même manière que les questions qui étaient posées dans le problème, dans l'épreuve maths générale 2025, c'était des classiques de la théorie des corps. Mais seulement, il n'y a pas eu cette antichambre avant, de choses un peu plus tranquilles. Voilà. Et là, on rentrait dans le grand bain, on attaquait ce qu'on appelle le cas extrémal, comme souvent dans ces histoires. Alors bon, c'est des histoires qu'on rencontre souvent dans les travaux de Clément Seguin-Pazis, c'est-à-dire on a des sous-espaces de matrice, sous-espaces, donc finalement structure linéaire, mais sous contrainte de, alors matrice nilpotente ou rang, etc., ou déterminant ici, puisqu'il ne fallait pas croiser GLN. Et vous voyez bien que ces conditions-là ne sont pas linéaires. Le rang, c'est des mineurs, c'est des déterminants, c'est des polynômes, mais ce n'est pas quelque chose de linéaire. Pareil pour la nilpotence. La nilpotence, ce n'est pas une condition linéaire. L'ensemble des matrices nilpotentes n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc ce mélange des genres entre les linéaires et le non-linéaire demande beaucoup d'astuces et souvent d'idées, je ne veux pas dire de génie, mais quand même,
c'est assez superbe, quoi. C'est assez merveilleux de voir comment on a développé des idées pour arriver à mélanger ces deux types de contraintes qui ne sont pas faits pour être mélangés. Là, effectivement, vous voyez, avec les formes quadratiques, les CETI, c'est déjà une contrainte, vous voyez, entre le quadratique, donc c'est non linéaire, on veut que les formes quadratiques soient nulles sur un sous-espace. Donc l'idée du sous-espace totalement isotrope est déjà une idée comme ça, et c'est normal qu'on ait besoin d'un lemme de ce type-là. Bien. Là maintenant, donc, on attaquait ça et on regardait ce cas extrémal, comme il y a dans les théorèmes de Gechtern-Haber, dans les théorèmes de Flanders, etc. On se dit, étant donné qu'il y a un sous-espace de matrice de Mn de K qui n'intersecte pas GLN est de dimension inférieure ou égale à n facteur de n-1, eh bien, on a envie de se dire quoi? On a envie de se dire quel est le type de sous-espace où on a égalité. Et en général, comment dire, à action de groupe près, on n'a qu'une seule orbite pour une certaine action de groupe. Assez souvent, pas toujours, hein, des fois on est déçu, mais assez souvent, on a un seul prototype d'objet. Là, on va en avoir deux. Bien sûr, deux comme la dualité, hein, bien sûr. Il va y avoir la transposée qui va être derrière. Mais quel est le résultat qu'on obtient? D'abord, les hypothèses vont un tout petit peu changer, puisque vous voyez, on utilise les formes quadratiques, et la théorie des formes quadratiques telle qu'on l'a, c'est pour la caractéristique différente de 2. Donc déjà, K, il doit être de caractéristiques différentes de 2, et même si je pense que ça marche, hein, ces choses-là marchent pour la caractéristique 2. On attaque le problème suivant. On va montrer que lorsque un sous-espace de matrice qui ne coupe pas GLN est de dimension extrême, c'est-à-dire n facteur de n-1, alors on a deux prototypes. Un prototype, c'est les matrices dont la dernière colonne est nulle, c'est un sous-espace vectoriel, il est de codimension, la dernière colonne, il y a n éléments, donc il est de codimension n, et donc de dimension n2-n, donc on est bien dans le cas extrémal. Et effectivement, il ne coupe pas GLN, puisque la dernière colonne est nulle. Et pareil, avec la ligne, je vous ai dit, il y a une dualité, donc il y a une transposition. Bien. Et ensuite, eh bien, on a des sous-espaces équivalents. Qu'est-ce que j'appelle sous-espace équivalent? Vous avez la notion de deux matrices équivalentes. Si on peut passer de A à B en multipliant par P dans GLN à gauche et par Q dans GLN à droite, d'accord, pour passer de A à B, et bien là on fait pareil pour passer d'un sous-espace à un autre sous-espace, hein, en multipliant. Donc on a une application linéaire qui à M donne P, M, Q, où P et Q sont des matrices inversibles fixées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, quand on fait ça, on ne change pas le rang, on ne change pas le fait que ça n'intersecte pas GLN, on ne change pas non plus, comme c'est un isomorphisme, comme c'est un automorphisme, on ne change pas la dimension. Et donc, on a encore, à partir de nos deux prototypes qu'on avait dit, colonne nulle ou ligne nulle, eh bien, on a encore des sous-espaces de matrice qui marchent en passant par ces isomorphismes-là. Donc, maintenant, le grand 4 est là pour nous prouver que on n'a que ça. On n'a que cette orbite-là. On a deux orbites, finalement. L'orbite des matrices, alors on ne montre pas qu'on a exactement deux orbites, mais en fait, on en a deux. Parce qu'on pourrait avoir une seule orbite. Voilà. On ne montre pas qu'il y en a exactement deux. Voilà. Mais il y en a au plus deux, et il y en a deux en fait. Donc c'est les sous-espaces de matrice qui sont équivalents, dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, au sous-espace de matrice à dernière colonne nulle, ou alors à dernière ligne nulle. Voilà. Entre parenthèses, il y a une dernière question que je trouve un peu curieuse. Je dis pas que j'ai galéré dessus, parce que bon, j'avais une méthode sous la main, mais ça me paraissait un peu difficile. C'est, je crois, la question 11 de la partie
4. Bon, il y a une indication qui était carrément triviale. L'indication, c'était juste pour nous conforter qu'il fallait aller dans ce sens-là. Des fois, les indications sont là, elles sont pas géniales, c'est juste pour nous dire faites ça et vous allez voir, c'est ça qui, au cas où le candidat soit indécis. Mais quand même, après, il faut quand même y réfléchir un peu. Et du coup, j'ai dû creuser sur les connaissances que j'avais du théorème de Flunders un peu plus général. Voilà. Bon, alors donc, je ne sais pas qu'est-ce qui était dans la tête du concepteur. J'aimerais bien le savoir, si quelqu'un peut me dire, bah non, moi j'ai fait comme ça ou comme ci, et c'était assez naturel. Bon, en tout cas, bon, je donnerai une correction, j'essaierai d'expliquer, voilà, une correction commentée, évidemment, comme d'habitude. Et ensuite, intéressant, on a attaqué la partie 5 avec d'abord un développement bien connu à l'agrégation, le développement qui consiste à dire si f est un isomorphisme, est on va dire, oui, un endomorphisme de Mn de K qui envoie GLN de K dans GLN de K, ou sur GLN de K, même tel que f de GLN de K égale GLN de K, alors il préserve le rang. Bon, alors ça c'est intéressant, c'est assez classique, moi j'aime bien parce que de toute façon c'est assez transversal, donc ça fait des bons développements, ça parle de GLN, ça parle de rang, et ça utilise, il y a une preuve qui utilise la réduction, c'est-à-dire une caractérisation des matrices nilpotentes. Et donc là c'est fait encore différemment, même pour aller différemment des méthodes classiques. Donc quand même on a un problème qui est ingénieux, c'est agréable d'avoir ce problème ingénieux, et on arrive jusqu'à cette conservation du rang par une méthode, voilà, moins classique, et ensuite on va plus loin que le développement habituel, c'est-à-dire que on va montrer, grâce à la partie 4, que f ne peut être que de deux types, c'est-à-dire à équivalence près, c'est soit l'identité, soit la transposition. Je m'explique, soit M donne P, M, Q, ou P et Q sont inversibles, soit M donne P, M transposé Q. Voilà. Et ça nous fait un joli problème. Bon, comme je vous dis, je l'ai trouvé meilleur évaluateur que le problème de maths gêné de la même année. Même si le problème de maths gêné, comme ça, en tant que problème, il était intéressant, hein, mais celui-ci, il a une belle originalité, tout en restant dans un cadre conforme. Hein, voilà. Ok, je crois que j'ai à peu près tout dit, et on va s'arrêter là.